George Bush, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel. Nous sommes au G8, en juin 2007, à 200 km de Berlin. Pour protéger les chefs d'État les plus puissants de la planète, des hélicoptères militaires et 16 000 policiers anti-émeutes. Le danger, ce sont eux, 60 000 manifestants déterminés à troubler le sommet par tous les moyens. Bloquez le côté droit, on les encercle. Ok, d'accord, on les repousse par là. Très bien, en position. Et c'est qui ces gens-là? Ce sont des écolos. Tous des écolos. Une centaine de militants bloquent une des routes qui conduit au sommet. Parmi eux, Xavier Renoux, un Parisien de 34 ans. Je remets le kawaii, on dirait qu'il se rapproche, donc voilà. Hop. Le truc, c'est de rien perdre. Là, la coutume aussi, avant d'essayer d'arrêter les gens, c'est de les arroser bien pour les faire dégager. Et ils ont placé les canons à eau devant. Ça peut être violent, leur truc. Dernière sommation. Si vous ne dégagez pas la route, la police devra intervenir. Levez-vous dans le calme et mettez-vous sur le côté de la route. Bon, bah, y en a qui lâchent, apparemment. Tout le monde n'est pas prêt au même niveau de risque. Pourtant, être mouillé, c'est pas un risque considérable, surtout quand il fait super chaud, mais bon. Water. Face aux militants écologistes, la police allemande ne fait pas dans la dentelle. Les affrontements peuvent être violents. Les écologistes ont deux stratégies. Soit le face-à-face musclé avec les forces de l'ordre, soit l'opération commando, plus discrète et qui peut être plus efficace encore. Tout se prépare à la nuit tombée, sous les projecteurs de la police. Ça marche bien. Là, c'est une guerre d'opposition, ouais, qui rejoint une guerre plus fondamentale. Des pauvres contre les riches, des humains qui veulent défendre leur planète contre les pollueurs et les profiteurs. C'est une guerre très ancienne, en fait. À la fin, c'est toujours nous qui gagnons. Au petit matin, manifestants et policiers sont encore endormis. Xavier est déjà sur le pied de guerre. Avec Cécile, il veut aller encore plus loin dans la provocation. Mais ouais, si on pouvait se faire arrêter, ça serait bien. Objectif, franchir cette barrière de sécurité, réputée inviolable, la dernière avant le sommet. Une zone ultra protégée que Xavier et ses complices veulent contourner à travers les bois. C'est très bizarre parce qu'on n'a pas de... On n'est pas caché. Et pourtant, on voit pas de flics. Ah si, il y a des trucs qui bougent par là. Quelques kilomètres plus loin, Xavier a trouvé une faille dans le système de sécurité. Un arbre surplombe le grillage. Sous les yeux des forces de l'ordre, il arrive à franchir la première clôture. Tu me la redonnes. Tu me la redonnes vite fait. Faut que je te fasse de la place, ça peut durer. Médusés, les policiers se demandent s'ils vont pousser la provocation jusqu'à tenter de passer la seconde. Tu veux décrocher ton sac? Ils font partie des rares activistes qui ont réussi à pénétrer la zone interdite. Ils seront arrêtés 1 heure après avoir franchi les derniers barbelés. Le coup d'éclat est réussi. Aujourd'hui, les écologistes radicaux, ça ressemble à ça. Des commandos risquent tout, pourchassés par des vedettes militaires.
Des casse-cous prêts à sauter des cheminées d'usine pour dénoncer la pollution. Des militants parfaitement entraînés, prêts à risquer leur vie pour sauver des baleines. Et surtout, des pros de la communication. En France, ils se sont fait connaître en saccageant des champs de maïs. Fini les écolos rêveurs aux cheveux longs, place aux activistes prêts à se mettre hors la loi pour faire triompher leur cause. 8 h du matin, d'étranges pensionnaires emménagent dans un pylône à haute tension. Des activistes antinucléaires construisent un surprenant plancher à 15 mètres du sol, au milieu de la campagne bretonne. L'équipe a profité de la nuit pour hisser 500 kg de bois et de matériel. On est là depuis quelle heure? 5 heures? 4 heures? Depuis 4 heures du matin. Et on a fini, il était... on n'a pas fini. Et on a installé une poulie un peu au-dessus de là où on est. Ça n'a pas été très facile, c'était un peu sportif même. Mais nous y sommes arrivés. Le cerveau de l'opération s'appelle David Lamy. Il a 26 ans, il est manutentionnaire et un tantinet bourru. Alors, ça se passe comment? Excuse-moi Romain, là, j'ai pas envie de discuter. David n'en est pas à son coup d'essai. L'occupation de pylônes, c'est sa spécialité. Mais il s'est aussi illustré en bloquant des trains de déchets nucléaires. Autant d'opérations illégales qu'il entend préparer discrètement. Lorsque nous l'avions rencontré quelques jours plus tôt, il était déjà obsédé par le secret. Comment est-ce que vous préparez vos actions? Je préfère pas répondre. Pourquoi? Je préfère pas répondre. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de garder tout ça confidentiel? La confidentialité, c'est hyper important parce que si tu fais une action et que le matin tu te retrouves avec une équipe de gendarmerie au pied, c'est pas... Vous en parlez à votre femme, par exemple? Bah oui, quand même. Il y a un minimum. Mais bon, on n'en parle pas aux journalistes, par exemple. David ne croit pas aux méthodes traditionnelles des partis politiques. Il préfère les coups d'éclat. Son premier adversaire, les centrales nucléaires, celles d'EDF et de son constructeur Areva. Un conglomérat qui pèse des milliards d'euros et emploie 180 000 personnes. Dans la ligne de mire de David, il y a d'abord l'EPR, le réacteur de nouvelle génération, actuellement en chantier en Normandie. C'est pour forcer le gouvernement à annuler sa construction qu'il occupe ce genre de pylône. Et ce matin-là, pas de gendarme, tout juste un homme en costume et lunettes noires. Bonjour. Bonjour monsieur. Chez l'hôtel de police. D'accord. Donc j'imagine que vous êtes avec... Moi je suis journaliste. Moi. Ah d'accord. Donc c'est les anti-nucléaires, j'imagine. Bah faudra leur demander. Ouais. Ah mais ils me prennent en photo là. Vous pouvez arrêter de filmer s'il vous plaît? Oui monsieur. Vous êtes l'action des anti-nucléaires, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Bah, je suis les renseignements généraux. Très bien, enchanté. Donc vous êtes là pour un bout de temps, j'imagine. Semble-t-il. Vu l'installation. Bah écoutez, on veut la rentabiliser. 15 mètres plus haut, une tente est dressée sur le plancher, avec toute l'intendance pour tenir un siège de plusieurs jours. À gauche, Olivier, c'est le charpentier de l'équipe. Fanny et Lénie, 20 et 21 ans, sont tous deux étudiants. Alain nous fait la visite des installations. On a construit un plancher avec des bastins, donc c'est des grosses planches, et des bastins donc posés sur le pylône, hein, sur les ferrures du pylône, et on a vissé des planches, ce qui nous fait un plancher d'une 25 mètres carrés grosso modo. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire. Alors là on s'est équipé pour la nuit. Donc voilà ce que ça donne. Alors, notre outil chez nous. Alors voilà grosso modo. Donc on a eu des big bags, hein, ce sont des grands sacs en polypropylène, donc dans lesquels on a mis un tas de provisions, on a mis nos sacs à dos. Ici aussi nos petites affaires diverses et variées avec les baudriers. Ici donc les sacs de couchage, la nourriture parce qu'on a l'intention de rester un certain temps. Donc ça c'est la partie restauration, cuisine, etc. Et vous vous demandez très certainement, comme beaucoup de gens, comment on se débrouille pour faire des choses triviales, notamment le petit coin. Donc je vais vous montrer notre petit coin. Allons-y. Alors c'est pas compliqué.
le petit coin, c'est un grand seau avec de la sciure. Ça sent pas mauvais, avec ça on peut tenir très longtemps. Voilà l'astuce. Toute cette agitation ne plaît pas vraiment à un homme, Christophe Bufflier, le responsable des lignes à très haute tension. Dans chacun de ces câbles, il y a 400 000 volts. Faites très attention, hein. Oui. Effectivement qu'on n'aille pas, dans les câbles. approcher les parties sous tension et risquer un court-circuit. Un arc. Voilà. Vous vous mettez dans une situation dangereuse. D'accord. C'est risqué là ce qu'ils font. Ah suivant comment ils s'y prennent, oui, ça peut l'être. Hein. Si leur banderole, ils la tiennent que d'un côté et qu'elle vole au vent vers les câbles, on peut avoir un court-circuit et un risque d'amorçage mortel. Il y a tellement d'électricité dans ces lignes que les écologistes peuvent être foudroyés, simplement en s'en approchant un peu trop près. Les occupants assument le risque, David assure la communication. On demande justement l'abrogation du décret de l'EPR et de la ligne THT. Le soir même, toute la France en parle. Antinucléaire, 4 militants sont montés ce matin sur un pylône. Ils campent sur un pylône de 400 000 volts. Un pylône à très haute tension. Ils savent comment se servir de la presse pour faire parler d'eux, avec des images spectaculaires. Le plus dur reste à faire, il faut tenir. Le lendemain matin, la nouvelle a attiré de nombreux supporters. Des écologistes ont même planté la tente en pleine nuit. Sur le pylône, les conditions de vie se sont détériorées avec la météo. Aline, ça va tenir ? Oh oui, ça va tenir. Il y a des petites poches d'eau à des endroits. Le vent souffle en rafale à près de 80 km à l'heure. Il pleut et l'humidité augmente les risques d'électrocution. Sur le pylône, on sent quand on approche, par exemple, le poignet, très légèrement de la structure même du pylône, on a des petits picotements. Bon, rien de bien méchant, mais on le sent bien. Et sinon, là, on entend le grésillement. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et donc, le grésillement, ça prouve que la ligne est alimentée. Visiblement, RTE n'a pas encore décidé d'arrêter la ligne. Alors, ils nous disent que c'est dangereux, mais pourtant, ils n'arrêtent pas la ligne. Donc, visiblement, ils nous mettent en danger, quoi. Ou alors, c'est peut-être parce qu'ils ont vraiment besoin de la ligne et ils sont embêtés. Mais ça prouve qu'il suffit de 4 personnes pour bloquer une ligne et mettre l'alimentation d'une région en péril. Donc, ça aussi, c'est à méditer. 4 personnes qui mettent en péril l'alimentation électrique de plusieurs millions de foyers. EDF ne veut pas céder au chantage et a obtenu du tribunal que les occupants soient délogés. En début d'après-midi, un huissier de justice est sur place pour annoncer aux occupants qu'ils risquent 15 000 € d'amende chacun. Mais il y a un problème. L'huissier doit remettre l'avis d'expulsion aux intéressés en main propre. Est-ce que vous allez monter là ? Je vais voir comment je vais faire. Ça va être compliqué pour vous de monter là quand même, c'est assez dangereux, non? Ça serait une première, oui, effectivement. Un huissier sur une ligne à haute tension, c'est illégal ça? Je ferai partie des occupants alors. L'huissier est gêné, David jubile. Il est embêté parce qu'il faudra qu'il monte là-haut et il n'est pas équipé. C'est sans compter avec les techniciens d'EDF. Bon, voilà. Ils vont carrément équiper l'huissier d'un harnais et l'assister dans son ascension, une première. J'ai pas le temps de m'épiler. Le blouson, on va le mettre dedans. Le blouson, on le met à l'intérieur. De l'autre côté, les militants ont déjà réagi. Ils sont positionnés à chacune des bases du pylône pour empêcher l'huissier de monter. En fait, là, vous comptez bloquer l'accès au pylône pour qu'il ne puisse pas monter, c'est ça? Oui, absolument. Stratégie de résistance, donc. Bah oui, on n'est pas là pour rigoler. On a une procédure d'expulsion. Qui est en cours. Là, il faut qu'on se barre. On a un huissier qui va venir avec les linéaires d'EDF. Donc là, on est mal. Immédiatement, les occupants quittent la plateforme pour s'approcher encore plus près des lignes. En bas, c'est la bousculade. Vous êtes non violent, monsieur. Mais vous aussi, monsieur. Non, non, moi je fais mon travail. Je suis un agent habilité à monter au support. Écoutez votre...
Face à la résistance des antinucléaires, les agents d'EDF n'insistent pas, malgré le renfort des gendarmes. Eh, méfiez-vous, il y a quand même danger, hein. Attention à vous quand même. Faites pas n'importe quoi. Oui. Coupez la ligne, on vous l'aura dit. Vous complique la vie, maître. Un petit peu, oui. Un petit peu. Et le chantage continue. Ils sont maintenant à une quinzaine de mètres des câbles. La situation est devenue trop dangereuse. Tout le monde abandonne. Bon. Le problème, c'est que la procédure d'expulsion ne peut entrer en vigueur que si elle est portée à la connaissance des occupants. Comment vous allez faire là, maître? Honnêtement, j'en sais rien. Il y a une autre procédure qui est prévue éventuellement. Laquelle? Ben, je vous dirai pour le moment, j'ai pas encore réfléchi sur la... Après, il y en a une qui est prévue, ce qu'on appelle nous par le biais d'un 659. Mais techniquement, à mon avis, ça ne pourra pas même s'appliquer. C'est quoi le 659? C'est par lettre recommandée avec avis de réception. Les occupants du pylône ont remporté la première manche. Mais l'huissier, pas plus qu'EDF et les gendarmes ne vont rester l'arme au pied. Mais déjouer la procédure d'un huissier de justice, ça ne s'improvise pas. Il y a même des écoles pour cela. Monter des opérations illégales, c'est la spécialité de Xavier, l'agitateur du G8. Il organise régulièrement des stages de formation à l'action directe. On va commencer à se rassembler pour ceux qui font le grandeur nature. On commence par l'action, donc faut pas être trop en retard. Nous sommes dans le Finistère. Une centaine de militants écologistes a rendez-vous pour une semaine d'entraînement. Un petit milieu où tout le monde se connaît. On y retrouve David, qui n'est pas toujours le chef. Certains viennent même en famille, comme Magali, une militante anti-OGM, ici avec ses 2 enfants. Donc les combinaisons pour les activistes, les uniformes pour les policiers. Quelqu'un est parti chercher des casquettes, ça va être nouveau sur les stages, on n'avait pas ça jusque-là. On devrait pas mal s'y croire. L'exercice pratique est un grand jeu de rôle entre gendarmes et manifestants. On se prépare pour intervenir sur une action d'activistes enragés. Alors, voilà. Xavier va présenter le scénario de l'opération aux activistes stagiaires et tout le monde joue le jeu. Bonjour à tous, je vous ai appelé et je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette action que nous allons mener aujourd'hui contre l'extension de la base nucléaire de l'île Longue. L'idée, c'est de bloquer le début du chantier avant l'arrivée des ouvriers pour que ça ne commence pas et de tenir le plus longtemps possible. Ok? Donc à 10h45, vous devez absolument être là-bas. Sortez pas trop parce que là, on a choisi ce quartier général pour sa discrétion. Mais vous savez que la zone est particulièrement surveillée par la gendarmerie. Donc pas trop de... Enfin, discrétion maximale. On s'y croirait là? Ben, j'espère, c'est l'objectif. Il faut qu'on s'y croie. Il faut que les stagiaires se mettent en position d'une vraie action avec l'état d'esprit, un petit peu d'anxiété, de plaisir ludique aussi, c'est assez excitant, mais de peur également. Il faut qu'ils essaient d'acquérir une sorte de méthode pour ne pas faire de bêtises, pour savoir que c'est quand même sérieux tout ça. Et donc on essaie d'être le plus réaliste possible. J'avance. Il est 20, oui. À 45, il faut que ce soit opérationnel. Dans l'attente, les activistes s'équipent. Banderoles, combinaisons et ces étranges tubes en plastique. On appelle ça des armlocks, littéralement des bloqueurs de bras. Ils apprennent à se cadenasser les uns aux autres à l'intérieur des tubes pour être inséparables. C'est lourd, ça pourrait nous être utile. Il est 10h40, les activistes prennent le chemin du chantier imaginaire qu'ils doivent bloquer le plus longtemps possible. Et voici leur mode opératoire. Ici, la technique de la tortue. Les militants s'entremêlent les uns aux autres
pour résister à leur arrestation. Un peu plus loin, ils forment une chaîne humaine grâce au tube Armlock. La dernière militante est cadenassée à un poteau avec un antivol de moto autour du cou. Ils doivent résister aux forces de l'ordre pendant au moins 1 heure. Bonjour monsieur, que se passe-t-il? Je vous ai téléphoné là parce que voilà, moi je faisais ma ronde, j'arrive là. Qui êtes-vous? Je suis agent de sécurité de la société Avec moi c'est plus sûr. Vous êtes Bonjour, Xavier. Donc quelles sont vos revendications? On veut bloquer simplement le chantier parce qu'on veut protester Vous contre comptez le faire ça M51. pendant combien de temps? On ne sait pas, le plus longtemps possible. Parce que vous imaginez bien qu'on ne va pas arrêter le programme M51 uniquement pour 20 écolos aux cheveux longs qui bloquent je sais pas quoi là. Pourquoi pas? Pour le moment, le récital est impeccable. L'instructeur est satisfait. Écoute, ça présente très bien, l'accès est bien bloqué, ils ont travaillé le visuel, ils ont mis des tenues nucléaires qui donnent certaine solennité à l'événement. Ils ont la banderole, c'est pas mal. Et puis apparemment ils ont négocié aussi. C'est qui le préfet? C'est moi. Bon, monsieur le préfet, on a un problème avec des... monsieur le préfet, nous avons un groupe écologiste qui bloque l'accès au chantier de l'extension de l'île Longue. Mince, ouais. Ils protestent contre le missile M51. J'ai essayé de repérer Greenpeace ou José Bové, mais j'ai rien vu de tout ça, monsieur le préfet. D'accord, donc vous, pour l'instant, pas d'évacuation, mais vous essayez d'obtenir un peu plus d'un renseignement et vous me rappelez d'ici une demi-heure ou... Très bien, monsieur le préfet. Après la préparation, la mise en pratique de la résistance passive face aux gendarmes. Allez, on évacue. Allez, on évacue. Les stagiaires doivent compliquer la tâche des gendarmes et gagner le plus de temps possible. Les militants refusent même de marcher lorsqu'ils sont arrêtés. Ils ont bien intégré les techniques du poids mort qui obligent la police à être à 3 ou 4 par activiste. Ça, c'est pas mal, parce que les policiers et les gendarmes n'ont pas des effectifs considérables là. Du coup, on voit que ça dure quand même, mine de rien. Et puis, bien sûr, il y a les outils qui leur ont permis de se bloquer. La presse est un droit. Il faudra plus d'une demi-heure aux gendarmes pour extraire les activistes, un par un. Toute cette mise en scène n'a qu'un seul objectif, attirer les caméras de télévision pour médiatiser leur cause. Vous arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Ça fournit évidemment des bonnes images, évidemment. Il faut travailler la forme, le ton, les gestes, les slogans, les banderoles, les costumes, etc. pour que l'image soit un message en elle-même, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le pourquoi d'une action non violente à tel ou tel endroit et à tel ou tel moment. Nucléaire ne passe pas. C'est fini. Merci. Merci. On peut s'applaudir parce que je crois que c'était pas mal. En formation, les écologistes s'amusent. Mais vous allez le voir, ce n'est pas si simple de bloquer l'entrée d'une base militaire. Nous sommes en Écosse, devant le port militaire de Faslane. C'est la base de lancement des sous-marins nucléaires britanniques. Une zone stratégique, particulièrement surveillée. Policiers, miradors, caméras de vidéosurveillance et des kilomètres de barbelés. C'est ici que Xavier a décidé de conduire ses activistes. Depuis des années, les écologistes anglais se battent chaque semaine contre cette base. Donc on est tous là, c'est parfait. Cette fois, les tubes ne sont plus en plastique. Ils ont été construits avec du béton, du grillage et du plâtre. Les activistes veulent bloquer une route qui mène à la base. Ils ont un plan d'attaque. Il est 7 heures. Un premier groupe est chargé d'attirer l'attention des policiers. Qu'est-ce que vous portez sous votre manteau? Et vous êtes tous français? Dans mon pays d'Espagne. Leur but, se faire remarquer pour créer une diversion. On va juste vérifier si vous ne portez pas de métal sous vos vêtements. Et c'est quoi ça? Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Pendant qu'ils occupent les forces de l'ordre, une seconde équipe progresse à couvert. Je pense qu'il faut vraiment jouer l'effet de surprise et masse. On fonce, vous gardez vos tubes, vous essayez de passer au max.
7h10, le groupe de diversion multiplie les provocations pour gagner du temps. Nous voulons bloquer la route. Non, 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 ça sied, non, 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 ça sied, non. Allez, embarquez-moi ça. Ah non, 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 moi je ne veux pas être arrêté. Je ne veux pas. 7h15, le groupe Action entre en scène. On fonce. Mais problème, Attention, des manifestants s'approchent de la route. en contrebas, les policiers les ont vite repérés. Les activistes sont tous maîtrisés un par un, rapidement isolés. Allez, va te coucher, mets-toi au sol. La file ici, on se rassemble. Vite. Malgré les encouragements de Xavier, la chaîne humaine ne pourra jamais se former sur la route. Oh, filmez ça. La circulation n'a été perturbée que quelques minutes. Xavier reconnaît son échec. Donc là, bon, pas de chance, mais on a déjà un peu perturbé la circulation, pas longtemps. Bon, c'est effectivement un échec, mais on reviendra. Tant d'efforts pour un résultat nul, les activistes sont anéantis. Allez, debout. Comme ils l'ont appris, il ne reste plus qu'à résister passivement à leur arrestation. Retour au pylône. 3e jour d'occupation, David fait grise mine. Les militants ont beau tourner les pages de la presse, les articles sont rares. Est-ce que tu es satisfait de l'écho médiatique, David? Bah, à moitié en fait. Compte tenu de ce qui s'est passé hier, quoi, vu que ça a été quand même un peu chaud, on espérait avoir un petit peu plus, mais bon, ça viendra. Ouais, je suis un petit peu déçu, mais bon, ça fait partie du jeu aussi, hein. S'il n'y a rien de nouveau, non, ça va retomber. Du neuf, pour attirer les journalistes, en voici justement. L'huissier de justice est de retour, bien décidé à rendre son ordonnance d'expulsion. Sur le pylône, les activistes sont déjà prêts à réagir. On s'est préparé en toute urgence pour faire un départ comme on a fait hier au dernier moment, pour aller dans les étages supérieurs, prêts à partir. Donc on attend, là, on se cache. Qui c'est qui n'a pas fini sa salade en mangeant? C'est moi, j'ai commencé à manger un petit peu. En espérant que l'orage tombe bientôt et que l'huissier soit complètement trempé. Et oui. Pendant que nous serons confortablement en train de manger. Afin d'éviter d'avoir à monter sur le pylône, l'huissier s'est muni d'un mégaphone pour signifier l'avis d'expulsion. David prépare la contre-attaque. Ou sur celui-là. D'accord. Bon, c'est bon, nous on est équipé aussi d'un mégaphone maintenant, donc si jamais l'huissier il veut parler, on va lui répondre. Merci, j'en attendais pas autant. Mesdames et messieurs, bonjour. Maître Durand, huissier à Fougères. Je suis porteur d'une ordonnance qui est exécutoire au seul vu de la minute. Je vais vous en donner lecture et présentation uniquement de l'ordonnance. Nous, Jean-Yves Macqui, président du tribunal de grande instance de Rennes, ordonnons à toutes les personnes occupant le pylône 92, supportant les lignes à très haute tension, dont Louvain 1, 400 000 volts, situées sur la commune de Roigny, en Ille-et-Vilaine, de l'évacuer immédiatement, assortissant cette mesure d'une astreinte de 15 000 € par jour et par personne occupant illégalement le pylône. Fait à Rennes le 30 mai 2007, le président du tribunal de grande instance de Rennes. Signature. Merci. Il est 12h45, les 4 occupants ont 24 heures pour quitter les lieux, sinon ils devront payer une amende de 15 000 € chacun. Mais David ne s'avoue pas vaincu. Alors qu'il est hors la loi, il n'hésite pas à invoquer le droit pour s'opposer à l'huissier. C'est pas recevable dans un tribunal, c'est là-dessus qu'on se bat, c'est là-dessus qu'on joue. Et toutes les cartes sont de notre côté, et puis donc on continue.
On va pas se laisser impressionner par un huissier qui parle dans un mégaphone à 100 mètres de nous sous un orage. Qu'est-ce qui pourrait vous faire descendre du coup? Le GIGN et encore, c'est pas sûr. David sait qu'avec l'intervention du GIGN, il ferait la une de la presse. Jusqu'ici, les gendarmes sont restés volontairement discrets. Mais en fin de journée, l'arrivée d'un homme va tout changer. Il est venu conseiller David, et ce n'est pas n'importe qui. Yannick Rousselet est un des grands patrons de Greenpeace, l'organisation écologiste spécialiste des opérations coup de poing. Vous avez trouvé une solution? Ouais. Non, c'est pas possible, on peut pas... Non, on peut pas laisser comme tomber. Non, mais on continue de toute façon. Mais on peut pas dire à tout le monde, ça sert à rien, quoi. Yannick Rousselet a monté les opérations les plus spectaculaires de Greenpeace. 12 militants suspendus aux cheminées d'une centrale nucléaire, c'était son idée. Le blocage du chantier de l'EPR ou l'abordage du porte-avions Clémenceau, c'était encore sa signature. Chevalier blanc de l'écologie pour les uns, professionnel de la manipulation médiatique pour les autres, Greenpeace n'hésite pas parfois à se mettre hors la loi. Il y a 30 ans, Greenpeace c'était un bateau, le Rainbow Warrior. Aujourd'hui, c'est une multinationale de l'écologie, présente dans 40 pays et forte de 3 millions d'adhérents. La méthode Greenpeace, c'est de faire des opérations spectaculaires sur le terrain pour ensuite faire pression sur le gouvernement et même sur l'Élysée. Greenpeace, c'est le modèle à suivre. Et manifestement, David écoute les conseils de son mentor. Il y a quelque chose qui a changé là? Ah oui, parce que la décision de justice, en fait, elle est valide. Et donc, on va voir un peu ce qu'on fait, quoi. Donc, demain midi 45, on a 15 000 € par occupant et par jour, à partir de midi 46, donc. C'est la déception. L'homme de Greenpeace conseille d'arrêter l'opération. Les risques financiers sont trop lourds. On a un peu l'impression que vous êtes un peu un conseiller. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Non, 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 non. Le fait d'avoir déjà eu affaire à la justice, à des huissiers, etc., fait qu'on peut dire attention, peut-être que là, vous êtes dans une situation risquée ou autre. Ça, évidemment, on peut le faire, oui. David a consulté ses camarades. Tout le monde est d'accord. Il faut arrêter là. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? On a décidé oui. de... Oui, de je sais. redescendre, ouais. Et je te mets un sac. De redescendre demain. Lenny. Je te mets un truc. C'est la fin de l'action là. Comment? C'est la fin de l'action là? Ouais. Déçu? Comment? Déçu? Bon non, hein, c'est partie du jeu. Hein. On peut pas être déçu quand on a réussi une action. Là, l'action c'est clairement un succès, donc on n'est pas déçu du tout. On aurait juste préféré que ça aille plus loin, mais bon, tu sais, on est toujours... On a toujours envie d'avoir plus, hein. C'est comme le gars qui gagne au millionnaire 100 000 €, il est dégoûté parce qu'il préfère avoir 1 million, mais bon. Hein? Ouais, mais t'as un truc au bout. On va pas se plaindre, hein. Ouais, c'est bon. Tu Laurent? Merci. David a réussi à médiatiser l'opération, mais il n'a pas fait céder le gouvernement. Au matin du 4e jour d'occupation, les activistes sont contraints de démonter méthodiquement leurs installations sous le regard satisfait du sous-préfet de Fougères. Ah bah, satisfait, je vous répète que c'est une action illégale. Mais dans la mesure où il n'y a pas eu d'accident, évidemment, j'en suis satisfait. C'est ce qui nous inquiétait. Parce que le nucléaire, c'est pas dangereux peut-être pour leur... C'est autre chose, monsieur. Mais là, il y a des hommes et il y a une jeune femme. C'est complètement lié, c'est complètement lié. C'était très gentil à vous, on est très touchés de votre grande sollicitude concernant notre sécurité. Oui. Mais il y a quand même 60 millions de Français à qui on n'a rien demandé par rapport à l'installation du nucléaire. Et là, ça n'a pas l'air de vous inquiéter outre mesure, donc c'est un petit peu dommage. Je n'entrerai pas dans le débat politique, ça n'est pas le lieu. Justement, le débat est là, monsieur. Si le débat politique était posé correctement, on n'aurait pas besoin de monter dans des pilotes. Monsieur, calmez-vous, nous sommes entre gens civilisés, on se calme. Pour que vous m'entendiez, moi je vous entends à peine. Voilà, ah ben je ne vais pas crier, hein. Je ne vais pas crier. Moi je vous entends à peine. Je suis simplement satisfait que tout ça soit passé sans accident ni quoi que ce soit. Et je suis satisfait que la loi ait été respectée et que l'ordonnance du président ait été exécutée, c'est tout. Nous
sommes désolés de devoir en arriver à de telles extrémités. Moi aussi. Moi aussi pour vous. Bien, bah écoutez messieurs, bonne chance. Et madame. Merci. Surtout pas Mais le sous-préfet n'est pas au bout de ses surprises. Pour sauver la face, David et le conseiller de Greenpeace ont mis au point un petit baroud d'honneur. Alors, on a 2 occupants qui occupent un pylône sur la commune de Saint-Germain pour prendre le relais, parce qu'on va pas laisser tomber les gens d'ici. On va aller jusqu'au bout. Le PR ne passera pas. La THT et le PR ne passeront pas. 10 km plus loin, une nouvelle opération commence. Les antinucléaires n'ont pas l'exclusivité des coups de force. Les militants anti-OGM vont même beaucoup plus loin dans les opérations illégales qui provoquent des ripostes musclées de l'État. Préparez-vous. Vous avez déjà fait usage de la force, je trouve ça dommage que dans la République française nous en soyons là. Les plus radicaux, ce sont les faucheurs volontaires. Nous sommes en Loire-Atlantique, il est 7 h du matin, 40 voitures ont formé un convoi pour partir en opération. C'est Magali Christophe qui mène la danse. Vous montez? Vite. Saint-Nazaire 33. Je crains le pire. Sinon, on prendra des sens en route, on ne va pas tomber en panne. À 33 ans, cette infirmière est une redoutable activiste. Elle est à la fois calme et déterminée, prête à saccager un champ de maïs pour imposer ses idées. Mais aujourd'hui, c'est à une zone industrielle qu'elle s'attaque. On espère que notre action va fonctionner, quoi. En plus, on casse rien. Enfin, on y va, on occupe les locaux, on bloque l'activité. C'est pas, voilà. Il n'y a rien de dramatique. On demande une entrevue avec les ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Environnement. Pour obtenir un rendez-vous dans un ministère, la jeune infirmière a un plan audacieux. C'est garé là, mais on vous a dit plus loin en fait. D'accord. Bloquer le port de Saint-Nazaire jusqu'à ce que le gouvernement réponde à ses exigences. Dans le désordre le plus complet, le blocus du 4e port de commerce de l'Hexagone s'organise. Ça m'intéresserait, moi, qu'on arrête les véhicules pour pas qu'il y en ait qui, flippés par voir des gens un peu au milieu de la route, ils aient envie d'accélérer. On stoppe les véhicules fermement et on donne un tract pour expliquer. 8 h du matin, les premiers camions se heurtent au barrage des manifestants. Tu vas charger quoi? Non, mais toi, aujourd'hui, tu charges pas. On peut t'expliquer calmement parce que tout merde. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça passe pas, quoi. Les routiers sont forcés de faire demi-tour. Pour eux, c'est une journée de travail perdue, alors forcément, certains esprits s'échauffent. Regardez, on commence à chercher, vous là. Enfin. Et alors? Vous m'empêchez de travailler, moi là. Enfin, il y en a ras-le-bol, non? Hein? Ouais, c'est bien, ça commence à bien faire et tout. Bloquer un port, pour se faire entendre au plus haut niveau de l'État, la méthode peut sembler curieuse, mais Magali a parfaitement calculé son coût. Il va y avoir des répercussions assez fortes sur les entreprises agroalimentaires qui vont être en rupture de stock. Et donc de là, en fait, on cherche à entrer en contact avec la préfecture pour exiger donc notre revendication principale, c'est-à-dire un rendez-vous avec les 3 ministères. Des camions cloués sur le parking, des ruptures de stock, c'est synonyme de perte financière pour près de 300 usines agroalimentaires de la région. La méthode est radicale, elle est surtout illégale. En début d'après-midi, un commandant de gendarmerie arrive sur place pour mettre en garde Magali des risques encourus. Il y a une cellule de crise qui est faite au niveau du port, parce que c'est évident que vous posez un souci pour les gens du port.
Donc maintenant, ils pourraient faire une demande de référé et qu'on fasse le concours de la force publique pour vous évacuer ici du site. Vous voulez dire qu'en fait, plutôt que d'accepter de nous recevoir, ils seraient prêts à mettre en place ce référé pour nous évacuer? J'ai jamais dit ça. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas tout simplement de nous recevoir pour commencer des négociations? J'ai fait du maintien de l'ordre. Au bout d'un moment, il faudra bien que l'État prenne une décision. Et puis, si vous restez là, qu'il y ait une évacuation qui soit faite. Une expulsion par les forces de l'ordre, ça n'impressionne pas du tout Magali. Mais la mise en garde du gendarme provoque des débats dans les rangs des anti-OGM. Et si d'autres sont déterminés à rester encore un peu, on reste. Pointe à la ligne. Et ceux qui vont rester, effectivement, on attend que les forces de l'ordre nous délogent ou quoi que ce soit. Magali, elle, est déterminée à passer la nuit sur le port. Si nous virent, ça veut dire clairement qu'ils ne nous écoutent pas, qu'ils ne nous entendent pas et c'est eux qui ont tort. Alors que si on part comme ça, à mon avis, c'est pas crédible. Voilà, je répète encore. Et pendant qu'on parlemente, l'heure tourne. Le port de Saint-Nazaire est toujours en état de siège. En fin de journée, les faucheurs s'attendaient à voir arriver un quart de CRS. C'est finalement le sous-préfet qui vient négocier la fin du blocus. Par contre, je souhaiterais ne pas être filmé si c'était possible. J'ai le droit de le demander. À la demande du sous-préfet, nous reculons de quelques mètres. Sur le principe d'une audience, les cabinets n'y sont pas opposés. Maintenant, effectivement, ils n'ont pas la possibilité de vous recevoir là dans l'immédiat pour faire suite au mouvement. Voilà, donc moi ce que je souhaiterais, c'est effectivement que vous puissiez prononcer la fin du mouvement. Il ne serait pas possible qu'ils fixent ce rendez-vous maintenant, justement? Mais, écoutez, moi je vais passer ce coup de téléphone, je vous tiens au courant. Magali ne se démonte pas. La promesse du sous-préfet est insuffisante à ses yeux. Eh bien, comme beaucoup d'hommes publics, c'est un monsieur charmant. Non. Donc oui, eh bien, il nous a dit qu'il avait fait remonter l'information auprès du ministère de l'écologie. Donc il ne tenait qu'à nous maintenant de lever le camp. Ce à quoi nous avons répondu que nous souhaitions une date officielle de rendez-vous parce que voilà, une promesse ne nous satisfaisait pas. Et donc il est parti rappeler là dans sa voiture le ministre. Magali est en position de force. Le sous-préfet est contraint de rappeler le cabinet du ministre. Moi je veux bien y aller aussi en tant que... À son retour, le gouvernement a plié. Le chantage des militants anti-OGM a fonctionné. Monsieur Borloo va accorder un rendez-vous aux faucheurs? C'est ce que je vais vous dire. A priori, il semble que oui. Voilà, donc si je peux m'entretenir avec vos porte-parole, je souhaiterais pouvoir le faire. Ah, merci, monsieur l'adjudant. Commandant, excusez-moi. Cette fois, Magali touche au but. On lui donne un contact au ministère de l'écologie, un numéro de téléphone et une date de rendez-vous à Paris. Mardi, 9h, c'est parfait. Bon, eh bien, une bonne soirée. De même, merci, au revoir. Monsieur, bon, moi je repasse de voir tout à l'heure. On revoit tout de suite. Vous venez manger. Voilà, je viens de manquer. C'est bon, on a rendez-vous mardi matin, 31 juillet, au ministère de l'écologie avec soit Borloo, soit Madame Kosciusko, machin. On a obtenu une deuxième revendication, en fait, c'est d'avoir le temps de manger avant de partir aussi. Et on s'est permis d'inviter le commandant, bah si, le préfet, il n'avait pas le temps, le commandant de la gendarmerie qui va passer nous voir. Ah, bien. Donc on va tous à la bascule. Apparemment. Après 12 heures de blocus, le coup de force imaginé par Magali a payé. Hein, au moins, il sera peut-être plus facile à convaincre. Elle risquait d'être arrêtée pour entrave à la liberté du travail. Elle repart avec une entrevue programmée chez le ministre. Enfin, c'est clair que les négociations, ça va être long, quoi. Magali, alors, quelle impression, là? Bah, assez content, en fait, il n'y a rien de gagné. Voilà, c'est une petite bataille de gagner. Donc vous avez rendez-vous avec qui exactement? Alors là, ce sera soit Borloo, soit Kosciusko-Morizet. Donc, voilà, on verra bien. Mardi, le 31 juillet à 9h. Donc mardi prochain. Donc c'est plutôt bien. Une victoire
peut-être un peu trop facile. Magali et ses amis sont à Paris, 3 jours plus tard. Le gouvernement les aurait-il baladés? Arrivés au ministère, tout va bien. Ils ne sont pas refoulés. Ils sont même attendus. L'ambiance est plutôt bonne. Qu'est-ce que t'en sais qu'elle a une chemise de nuit, T'arrives et tu dis je suis heureuse d'être avec vous cette année plutôt qu'en garde à vue comme l'an passé à la même heure. J'étais à Toulouse, à la gendarmerie du Mirail, avec des amis, des amis gendarmes. Et on sait que Magali a beaucoup d'amis gendarmes en France. Ouais, je commence à en avoir un petit... Elle a édité le guide des meilleures gendarmeries pour l'accueil de garde à vue. Alors il y a plusieurs étoiles. Bon, c'est marrant. Magali a déjà été placée en garde à vue une dizaine de fois pour des destructions volontaires. Les anti-OGM exigent du gouvernement qu'il arrache en urgence quelques 21 000 hectares de maïs transgénique, ni plus ni moins. José Bové, le leader du mouvement, rejoint même Magali pour avoir sa place à la table des négociations. Salut, ça va? Bové, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Le moratoire, bien sûr. Vous pensez que vous allez l'obtenir? En tout cas, on croit toujours à ce qu'on fait. Tu repars quand, José? 5h30. Pardon. Mais là, déception. Le ministre n'est pas disponible. Ils ne seront reçus que par sa directrice de cabinet. Les militants ressortent 1 heure plus tard. Ils n'ont rien obtenu. J'ai insisté, comme ça a été dit tout à l'heure par rapport à la volonté politique, sur le fait de dire que... José Bové parle politique. Magali, elle, est déjà à l'étape suivante. Toujours le même mode de communication. Si le gouvernement n'arrache pas donc les 21 000 hectares eux-mêmes, on peut les aider à le faire dès le week-end prochain. Une semaine plus tard, le visage fermé, Magali va mettre sa menace à exécution, quelle que soit l'illégalité de ses actes. Elle a rendez-vous près d'Orléans avec des militants sur le parking d'un supermarché. Donc voilà, donc c'est là. La police est dessus d'ailleurs, en train de tourner en rond. Donc voilà. Bon, c'est peut-être juste un petit tour de ronde comme ça. S'ils étaient repérés dès maintenant, le fauchage serait compromis. Magali est sur ses gardes. Il y a la police là-bas. Il y a la police qui fait des tours sur le parking. Hein. Ouais. Finalement, ce n'était qu'une simple ronde de surveillance. Après une demi-heure d'attente, les militants se rassemblent dans la pénombre. Il est 6 h du matin. L'opération commence d'une manière surprenante. À la lueur des lampes torches, les militants notent leurs noms et leurs adresses sur une feuille qu'ils remettront plus tard aux gendarmes. Ils savent parfaitement que leur action est illégale, mais ils ne veulent pas être assimilés à des casseurs. Vous êtes combien en tout là ce matin? Une bonne quarantaine, voire une cinquantaine. Apparemment, il y a des personnes qui viennent d'arriver, donc voilà. Et vous êtes confiante? Ça va pour le moment. Là, on est arrivé juste à temps. La ronde de la police venait de passer. Maintenant, ils ne sont pas encore repassés. Je pense qu'il va être temps qu'on parte. Et voilà. Voilà. Au lever du jour, les activistes ont repris la route en direction de la parcelle OGM qu'ils veulent détruire. Au bout du chemin, il y a une mauvaise surprise. Oh là, les flics sont là. Les flics sont là. Les anti-OGM sont attendus. Peut-on savoir ce que vous comptez faire? Bonjour. Bon, on va faucher. Vous comprenez qu'on aimerait que vous ne fassiez pas. On va essayer de vous en empêcher. Les gendarmes se déploient pour défendre la parcelle de maïs, mais sans trop y croire. Face à une cinquantaine de personnes déterminées, ils sont très vite débordés. Dedans. Ça, c'est la barrière de protection. Les faucheurs volontaires ne fauchent pas. C'est à la main qu'ils saccagent le maïs le plus rapidement possible. Là, on est pressé.
Faut qu'on arrive à tout détruire avant que les renforts arrivent. Cette parcelle de maïs était destinée à la recherche agronomique. Vous pouvez rien faire pour les en empêcher là? Pourquoi vous faites des photos? En moins de 5 minutes, les 2000 mètres carrés de maïs transgénique sont dévastés. Pour un acte de destruction en Réunion, chaque militant risque jusqu'à 50 ans de prison et 75 000 € d'amende. On va essayer de ne pas se tromper après pour reprendre les... Oui, c'est ça. On va y aller par mesure. Ah oui. Bah, c'est la démarche de la désobéissance civile, justement. Voilà. C'est en fait, on agit, on enfreint la loi, on sait pourquoi et on l'assume. Et surtout, dans nos démarches, c'est pour obtenir un débat public, enfin d'abord un moratoire et ensuite un débat public. Donc forcément, on ne se cache pas, quoi. Pour les opposants aux faucheurs volontaires, cette désobéissance est la porte ouverte à toutes les extrémités. On va vous demander de nous suivre à la brigade. Le commandant doit les placer en garde à vue, mais le groupe veut d'abord tenir une conférence de presse. Je ne peux pas vous empêcher de le faire. Moi, je vais vous demander de ne pas le faire. Et je ne peux pas vous empêcher de le faire. Vous êtes trop nombreux pour nous. Donc, voilà. Excusez-moi, commandant. Oui. Vous êtes un peu débordé là ce matin par les faucheurs volontaires. De toute manière, comme à chaque fois qu'ils décident une action, si on n'a pas les moyens de réagir... Oui. Excusez-moi. Oui. Ces actions de sabotage sont très controversées et indignent beaucoup d'agriculteurs. Ce sont ces mêmes gens qui disent vouloir le dialogue. C'est un peu choquant. Je ne crois pas que ce soit une méthode de dialogue. Le plus farouche opposant des faucheurs volontaires s'appelle Jean-Michel Lemétayer, le président de la très puissante FNSEA, le syndicat des agriculteurs en France. Je me dis que là, il y a un laisser-faire, il y a quelques gendarmes qui sont là pour constater, qui ont d'ailleurs presque le sourire. Je trouve ça scandaleux. Et moi, je suis aux côtés des chercheurs, parce que l'opinion publique, nous-mêmes les producteurs, avons besoin de ces travaux de recherche. La France est un grand pays agricole et doit être capable d'apporter les réponses que sont en droit d'avoir les consommateurs. Ces actes-là ne font absolument pas avancer le dossier des OGM. Et j'espère qu'à un moment donné, ces actes-là seront condamnés. Pour l'instant, les faucheurs sont en train de se déplacer. Moi, je ne suis pas en mesure de les retenir. Voilà. Les gendarmes savaient que cette parcelle était dans le collimateur des anti-OGM. On a des informations quasiment tous les week-ends, donc quasiment tous les week-ends, je dirais qu'on mettait en place un dispositif. Il se trouve que cette fois-ci, ils sont venus. On n'était pas nécessairement plus au courant que d'habitude. Voilà. 1 heure après leur conférence de presse, les militants anti-OGM se présentent volontairement à la gendarmerie. En grande habituée, Magali rassure ses camarades. C'est sa 4e garde à vue cette année. Non, mais là, t'es pas dans une cellule. On est trop nombreux pour être dans une cellule. On va tous être ensemble dehors ou je sais pas quoi. Ou dans une pièce, mais on va pas être dans une cellule, là. Ouais, si, il y a un jacuzzi aussi. Tu vas voir, c'est super sympa. Magali s'en amuse, et pourtant elle a déjà été condamnée à 5 mois de prison avec sursis. Aujourd'hui, elle sait parfaitement que la récidive peut la conduire derrière les barreaux. Vous avez conscience que l'action que vous venez de faire aujourd'hui, ça peut être l'action de trop qui va vous emmener en prison? Bah oui. Oui, mais ça, comme je dis, c'est des choses qu'on a en tête. On sait très bien que ça peut arriver un jour, qu'il y a des chances que ça arrive un jour, et puis que j'aille en prison ou pas, ça ne changera pas la face du monde. Par contre, que j'agisse à mon niveau, ça peut participer à la modifier. Donc, c'est ce qui compte. Magali attend toujours d'être jugée pour 3 autres destructions volontaires. En France, il y a 6700 faucheurs d'OGM revendiqués. Seuls 2 d'entre eux ont déjà été condamnés à des peines de prison ferme.